Les éditions Alexandre Stanquet présentent L'assujetti ou l'oubli de soi, le chemin pour se retrouver, de Thierry Gobert. Nous ne sommes pas des Robinson sur une île. Rechercher la présence humaine est essentiel, car l'appartenance à un groupe est source de lien et d'amour. De la naissance à la mort, la communication entre les êtres est donc fondamentale pour qu'ils puissent se comprendre et vivre ensemble. Ainsi, est-on confronté à des décisions à prendre, à accepter ou à refuser en fonction de ce que l'on veut être et ne pas être, ce que l'on veut faire et ne pas faire, ce que l'on veut avoir et ne pas avoir. Ce positionnement nous oblige à utiliser deux mots que nous avons tous immanquablement appris très tôt dans notre enfance, oui et non. Nous devrions pouvoir prononcer aussi facilement le non que le oui. Pour l'assujetti, toujours prêt à répondre en priorité aux besoins des autres, le mot non est un arrache-cœur. Oublié ou interdit, il ne sait pas ou bien ne peut pas le dire et l'affirmer. Incapable de nier l'interprétation affective que l'autre ou les autres auront à son égard. Il s'épuise en pratiquant le jeu du donner et encore donner, plutôt que celui du donnant-donnant. L'armée des joies et des « il faut que » l'oblige à plus de travail, plus de responsabilité, plus de don de soi, plus de frustration. Ainsi, acceptant les situations qui sont source de désagréments, de compromis, mais aussi de sacrifices, et plus encore de déni de soi, il peut tout au mieux réagir. Entre inaction et réaction, il n'y a rien. Entre passivité et agressivité, il n'y a rien. L'équilibre est impossible, et l'absence ou le trop de conflit l'abîme. Avec une base affective insécurisée et inorganisée, un attachement aux autres ambivalent et une probable anxiété, l'assujetti est comme un arbre aux racines fragiles et au tronc calleux. Difficile, dans ces conditions, de s'épanouir et de déployer des branches belles comme des ailes. Son manque d'estime de lui, sa peur de déplaire, son besoin d'aimer et d'être aimé permettent ainsi à l'autre, ou aux autres, que nous appellerons assujettisseurs, de se croire plus forts. Alors se produit une sorte d'alchimie interréactionnelle, une polarisation qui fait des merveilles. Le bourreau cherche sa victime et la victime aime son bourreau. Le sentiment d'impuissance et l'incapacité à agir de l'un rassure l'autre sur ses propres failles affectives. Première partie. Quelques notions indispensables. L'assujettissement ne s'installe pas par hasard. Il trouve son fondement dans le tempérament de l'assujetti et les failles de son histoire. D'où l'importance de s'attarder un peu sur un certain nombre de notions essentielles à la compréhension du concept développé dans ce livre audio. L'itinéraire commence donc dans les paysages de l'enfance. C'est là-bas que nous inventons, grâce à nos figures d'attachement, nos pensées, nos réactions émotionnelles et nos comportements, conditionnant ainsi notre capacité à nous positionner sainement ou pas dans la relation à l'autre et aux autres. Durant la période de l'enfance, l'identité, mélange des spécificités biologiques et du développement, va propulser le futur adulte dans la sérénité ou dans l'instabilité affective. L'assujetti fait partie de la famille des carencés, en quête d'amour et de reconnaissance. Il décortique, analyse chaque acte en vue d'être reconnu et aimé. Son incapacité à dire un oui plein, un non ferme ou un stop respecté est le fruit des croyances qu'il a sur lui-même, les autres et le monde. Parcourir l'univers des interactions avec plus ou moins de justesse et d'aisance
dépendra donc de la construction de la triade pensée, émotion, comportement que je nomme le processus PEC. J'insiste dans cette partie du livre audio sur l'impact joué par cette triade, car cela vous permettra de réfléchir afin de passer du pourquoi en suis-je là au comment puis-je changer cela. Chacun aborde les situations de la vie d'une manière tout à fait personnelle, et croire que l'autre est à notre image et qu'il pense comme nous est absurde. Ma réalité n'est pas la réalité, et la réalité de mon voisin n'est pas la même que la mienne. La réalité est subjective. C'est pourquoi nous parlons de croyance. Elle concerne soi, les autres et le monde. Je suis, les gens sont, et le monde est tel que nous le pensons. Plus l'histoire affective d'une personne est chaotique, plus sa perception de la vie risque de s'éloigner de la réalité et moins elle acceptera que l'autre pense différemment d'elle. Ainsi, le dysfonctionnement produit par l'assujettissement enferme-t-il son propriétaire dans une perspective de pensée unique. L'autre me comprend, m'accepte, répond à mes attentes, me comble et me rassure. Mais revenons sur ce qui constitue cette fameuse triade pensée-émotion-comportement. Je vous propose d'imaginer que dans l'installation précoce de ce processus, les pensées sont la coque du navire, le fondement par où tout commence. Cela forme la matière, la qualité de cette coque. Nous prendrons les mers ou les fleuves avec telle ou telle spécificité émotionnelle et comportementale. Nous développerons ou ignorerons le dysfonctionnement lié à l'assujettissement. Chapitre 1. Les croyances et la façon de percevoir le monde. Face à une situation donnée, tout individu met en place une interprétation cognitive de l'événement. Cette pensée, qui repose sur 3 modes dimensionnels, soit les autres et le monde, fera éclore une émotion qui, elle-même, déclenchera une action comportementale. Les pensées influent donc sur tout le mécanisme de réalisation ou de non-réalisation des actes de la vie et sont bien évidemment différentes d'un individu à un autre puisqu'elles constituent une construction interprétative de la réalité. Nous pouvons distinguer 2 niveaux de pensée automatique. D'une part, les pensées profondes, qui sont inconscientes et fortement ancrées, et d'autre part, les pensées de surface, qui peuvent être contrôlables et modifiables avec un minimum d'effort et d'attention. Les pensées automatiques s'imposent à nous parce qu'elles sont notre propre référence, notre repère, notre seule manière d'envisager la vie. L'unique façon de se glisser dans un environnement et d'y interpréter son propre langage et celui des autres. C'est dans l'enfance qu'il faut aller chercher cet enracinement cognitif. Les figures d'attachement, en priorité les parents, censés mélanger habilement, sans excès ni retenue, l'amour et l'autorité, seront à l'origine de la structure psychique de l'enfant. Ainsi, lorsque les besoins fondamentaux sont satisfaits, l'enfant, puis l'adolescent, acquiert des croyances sur lui-même, les autres et le monde, normalement favorables à une bonne interprétation des situations. Mais dans l'hypothèse de non-satisfaction des besoins, l'enfant risque de développer de mauvaises croyances, ce qui va renforcer certains de ses traits de caractère. Ces croyances sont source de pensées erronées, d'émotions déséquilibrées et de comportements irraisonnés, peuvent même à long terme abîmer la partie biologique de l'être. Les figures d'attachement sont ainsi présentées comme des maillons indispensables sur lesquels repose une responsabilité engageante qui conduit l'enfant vers cette certitude d'exister pleinement au milieu des autres. Les besoins fondamentaux. Il existe un certain nombre de conditions nécessaires à l'évolution sereine de l'enfant. Pour ma part, je classerai l'ensemble des besoins de l'enfant en 6 familles. Premièrement, besoin de sécurité. Deuxièmement, besoin d'appartenance sociale. Troisièmement, besoin d'estime de soi. Quatrièmement, besoin d'expression de soi. Cinquièmement, besoin d'autonomie.
Et sixièmement, besoin de limites. Si toutes ces valeurs sont présentes autour de l'enfant, celui-ci pourra normalement s'orienter et grandir dans l'amour, la confiance et l'espoir d'un avenir possiblement optimiste. A contrario, une défaillance vis-à-vis d'un ou plusieurs besoins peut entraîner des dysfonctionnements cognitifs, dont l'assujettissement. Les figures d'attachement. Nous pouvons nous passer d'étoiles, mais certainement pas de la Lune et du Soleil. Quelle que soit la latitude ou la longitude, ces deux différents essentiels de la vie terrestre guident nos existences. Nos figures d'attachement principales, normalement le père et la mère, sont Lune et Soleil. Les étoiles seraient alors ces figures satellites que nous côtoyons un jour ou l'autre au hasard de nos rencontres et qui laissent parfois une empreinte indélébile et nourrissante sur nos chemins de vie, le tout formant une constellation affective sécurisante pour l'enfant. Les figures d'attachement principales. Les figures d'attachement principales ont la charge de l'éducation et de la protection de l'enfant. Elles sont bien évidemment en premier lieu les parents, c'est-à-dire ceux qui élèvent l'enfant, l'entourent, le chérissent et l'aident à grandir vers l'autonomie. L'attachement serait donc la base à partir de laquelle nous bâtirions notre façon de nous aimer nous-mêmes et les autres. La notion d'attachement. À l'état du fœtus, le nouveau-né à venir ressent la moindre crispation, le moindre mouvement, les moindres informations sensorielles, les moindres expressions émotionnelles que sa mère. Probablement organise-t-il déjà ses perceptions du monde, y compris la teneur de son futur environnement affectif. La mère est cette base sécurisante à laquelle l'enfant peut s'amarrer. Elle lui fournit les premières informations. Elle constitue donc ce socle nécessaire à la construction psychologique de l'enfant. Et parce que tout n'est que synchronicité et que l'être humain ne peut reproduire à la perfection que ce qu'il connaît bien, nous pouvons logiquement avancer que les événements qui ont modelé l'affectivité de la mère vont possiblement avoir un impact sur le développement cognitif, émotif et comportemental de l'enfant. 50 ans de recherche ont permis de définir 3 types d'attachement. Le premier est l'attachement apportant la sécurité. Le deuxième, l'attachement évitant, c'est-à-dire la mère est souvent peu disponible et souhaite que l'enfant se débrouille seul. Puis, en troisième, l'attachement ambivalent. L'enfant est collé à sa mère et ne supporte aucune séparation, développant une dépendance qui s'avère source d'anxiété. Plus tard, l'adolescent puis l'adulte qui aura connu ce type d'attachement aura besoin de se fondre dans l'autre ou les autres. Son discours s'avérera ambigu. Et le père dans tout cela? La théorie de l'attachement a longtemps donné un rôle central à la mère, mais aujourd'hui, beaucoup d'études admettent que le père tient également une place fondamentale dans la sécurité affective de l'enfant. Les notions d'illusion et de désillusion. L'enfant naît avec cette belle illusion d'être unique et adoré. Tous les parents, prenant leur rôle de parents à cœur, ont nourri cette illusion. C'est alors que débute le processus d'individuation avec cette perte d'illusion qui permet à l'enfant d'aller vers son avenir en traversant les différents stades de son évolution pour atteindre celui de l'autonomie. Les figures d'attachement satellites. Dans sa phase de socialisation et de construction du surmoi, l'enfant peut, avec la sécurité affective acquise, échapper à ses parents pour découvrir d'autres figures d'attachement qui lui ouvriront des horizons insoupçonnés. Même si la cellule familiale dispose de multiples ressources et joue pleinement son indispensable rôle, il est intéressant qu'un enfant tisse des liens avec des personnes satellites. Leur rôle est non négligeable car elles constituent une sorte d'alternative qui peut permettre à l'enfant de modifier ou d'élargir le spectre de ses croyances sur le monde, une ouverture supplémentaire, source d'expérimentation et d'apprentissage de la confiance en soi. Les 3 critères à prendre en compte dans la construction d'un enfant. Les croyances se développent à partir d'un certain nombre d'éléments. Les facteurs internes, à savoir la personnalité de l'enfant qui repose sur le tempérament et sur les traits de caractère, et les facteurs externes,
à savoir l'éducation proposée à l'enfant ainsi que le milieu dans lequel il va évoluer. La personnalité. L'enfant possède des atouts et des faiblesses directement liés à son tempérament. Par exemple, certains bébés rient lorsqu'on les jette en l'air, alors que d'autres seront terrorisés par cette expérience. Cela voudrait-il dire qu'un enfant sans structure parentale de qualité peut réussir à mener une vie tout à fait épanouie? Je pense que si le rôle des figures d'attachement est primordial, tout ne se joue pas exclusivement dans les premières années de l'enfance et tout n'est pas de la faute des parents. Le caractère. Le caractère fait donc plutôt référence à l'appris. Cela signifie, par exemple, que l'anxiété ou l'irritabilité de l'un peut un jour se stabiliser et, à contrario, naître chez l'autre. Il me paraît important d'insister sur plusieurs critères à prendre en compte lors de l'éducation de l'enfant pour l'aider à une bonne structuration de ses traits de caractère. Premier point, la flexibilité offre une meilleure adaptabilité face aux situations. Deuxième point, la curiosité permet d'aller vers l'inconnu. Troisième point, la créativité offre la possibilité d'aller plus loin en osant se sublimer, se transcender, en prenant sa place dans le monde avec tous les atouts que l'on possède, mais que l'on ignore trop souvent. La mémoire. Il s'agit d'une activité biologique et psychique permettant l'acquisition, la conservation et la restitution d'informations, certaines facilement accessibles, d'autres enfouies profondément. La mémoire est donc vivante et se manifeste à tout moment, des moments voulus et d'autres imprévus. Toutefois, il est important de prendre garde aux faux souvenirs créés de toutes pièces faisant appel à l'imagination de soi et aux suggestions des autres. L'éducation. Dans nos sociétés contemporaines, avides de gains et de transactions en tout genre, l'éducation des enfants revêt une importance capitale. Les figures d'attachement doivent prévenir les conséquences d'une société assujettissante par nature. Les excès de jouissance futiles et d'envie immédiate laissent inévitablement des gens sur le carreau. Le toujours plus et toujours mieux fabrique des individus en manque de reconnaissance et d'estime d'eux-mêmes. Le premier contrepoids à une telle débauche sociétale est l'amour parental. L'enfant a besoin d'avoir quelqu'un sur qui compter. Une évidence pour les parents, me diriez-vous, car tout parent est supposé aimer son enfant. Mais offrir une éducation affective sécurisante, c'est tout autre chose. Une éducation affective sécurisante permet à l'enfant de découvrir son potentiel d'être humain à part entière et de développer sa capacité d'adaptation au contact des autres. Le modèle éducatif doit donc être réfléchi et pensé par les figures d'attachement, malheureusement trop souvent elles-mêmes prises au piège de leur propre histoire et aveuglées par une société corruptrice. Le couvrir d'amour ou, inversement, le laisser libre de faire sa petite vie n'est pas le signe d'une bonne construction affective. L'amour parental ne se mesure pas en quantité, mais en qualité. Cette qualité est le fruit d'une volonté consciente et d'une présence de la part des figures d'attachement, même si cela est parfois source de doute et de souffrance. En effet, punir un enfant, lui imposer des limites, des obligations, des interdits, demande de la persévérance. De même, autoriser l'enfant à s'opposer, s'échapper, sortir, conduire, flirter, aimer d'autres personnes est affolant. L'enfant est une personne à part entière, en construction, certes, mais fait pour, un jour, se détacher. L'éducation affective est à ce prix une perpétuelle question d'équilibre qui conduit l'enfant vers l'autonomie d'être, d'avoir et de faire. L'environnement culturel et social. L'éducation offerte à l'enfant est influencée par des données sociétales. Or, nos sociétés actuelles prônent le plaisir immédiat, l'absence de frustration et d'individualisation des actes, et en même temps, elles nous obligent à respecter des règles communautaires au détriment d'une certaine autonomie. Difficile donc de trouver l'équilibre, difficile de s'y retrouver dans ce dédale où chacun fait comme il veut.
Le milieu culturel et social a donc une influence considérable sur le développement de l'enfant. Il va le guider vers certaines rencontres, certains liens. S'il est trop pauvre ou, inversement, trop riche, il va transmettre à l'enfant une perception erronée de la réalité qui l'isolera. L'origine des dysfonctionnements. Nous avons déjà expliqué que les aires sensorielles de l'enfant vont capter autour de lui, un peu comme des antennes, un certain nombre d'informations. Une captation mal appréhendée sera à l'origine de dysfonctionnements. La mise en place d'un sentiment de frustration, d'une sous-protection, d'une surprotection, d'une suridentification ou bien un traumatisme a de fortes chances de déclencher des déséquilibres intérieurs et des fins affectives trop ou insuffisamment nourries. Un enfant dysfonctionnel se prépare à être un futur maître, un futur valet, un futur bourreau ou une future victime, un futur chat ou une future souris. Autant de rôles inconfortables qu'il devra jouer parce qu'il est lié à l'autre par l'interprétation de son jeu. Le valet n'existe que parce qu'il a un maître, et le maître ne vit qu'à travers les services de son valet. Étrange va-et-vient, indispensable présence de l'autre, une danse à deux, où le plus fort n'est pas celui qui danse le mieux. La sous-protection et la surprotection. Enfant rien ou enfant roi. Vous pourriez croire que le plus vaut mieux que le moins. Eh bien, il n'en est pas tout à fait ainsi, car un amour parental exacerbé devient une source de pouvoir pour l'enfant et fabrique en lui une incapacité à mériter l'estime de lui. L'excès d'amour est source de fusion et d'incompréhension à venir. Le lien qui unit est le gage d'une forme de propriété réciproque. Chacun appartient à l'autre, l'enfant à ses parents et les parents ont l'enfant. L'absence d'identité bloque le processus d'individuation. Il arrive souvent que sous-protection et superprotection se mélangent au sein d'un même foyer. Le père applique l'un et la mère applique l'autre. Combien de patients nous présentent l'un de leurs deux parents comme un monstre d'instabilité, de mauvaise humeur et de violence au profit de l'autre parent décrit comme merveilleux et complètement disponible pour eux. Combien de fois n'ai-je pas entendu « ma mère, c'est tout pour moi » ou bien « mon père est un dieu », comme si ce deuxième parent apparaissait comme un sauveur face à l'autre parent. En apparence, et en apparence seulement, ce parent permet à l'enfant de maintenir sa stabilité, mais au prix d'une fusion dont il lui sera difficile de sortir. Les problèmes de l'un sont les problèmes de l'autre. Le parent surprotecteur voit dans l'enfant sa raison de vivre, sa bulle d'air pure dans la maison parentale de la discorde. Et l'enfant voit dans ce parent son réconfort affectif. Chacun est à sa place. Une place certes mauvaise, car la modification du lien ainsi tissé est inenvisageable et le triangle déséquilibré indispensable au fonctionnement de la cellule familiale. La suridentification. L'identification est un processus psychique fondamental à l'origine de la construction de tout individu. S'identifier à quelqu'un sans excès est cohérent. La recherche d'une proximité permanente est destructrice. La fusion est un état de suridentification où l'espace entre soi et l'extérieur disparaît. L'enfant fusionnel est ficelé au spectre maternel ou paternel qui l'aveugle dans sa quête personnelle de développement. La frustration. La frustration signifie l'état d'un individu qui se trouve dans l'incapacité de réaliser ou d'obtenir ce qu'il espère. Les figures d'attachement sont là pour poser des limites et des règles, un cadre que l'enfant doit apprendre à respecter, même s'il génère en lui un sentiment de frustration. Or, nombreux sont les parents qui se laissent déborder, tolérants, inacceptables, alors que d'autres font preuve d'une rigidité sans aucune possibilité d'aménagement et de compromis. Ainsi, chaque enfant frustré, par tant de tentations, trop accessibles ou inversement inaccessibles, souffre et fait souffrir à son tour. Le traumatisme. En Occident, un enfant sur 4 connaît un événement traumatisant.
Un traumatisme est un événement qui met en cause la vie ou bien la sécurité, l'intégrité ou l'identité d'une personne. Cet événement peut la plonger dans un état de stress post-traumatique et modifier ainsi toute son organisation interne. Il est difficile de prédire l'impact d'un événement traumatique sur la construction de l'enfant. Plusieurs études ont permis de constater que les enfants abusés ou négligés présentent bien plus de risques de développer à l'âge adulte un trouble de personnalité, même si l'on sait par ailleurs que les enfants ont malgré tout une grande capacité à absorber les expériences douloureuses. Chapitre 2. Les émotions, otages de nos pensées. Pendant des siècles, sous la pression religieuse et philosophique, les émotions furent considérées comme d'inutiles résidus de nos instincts primitifs, gênant la prise de décision rationnelle. Le professeur Antonio Damasio, dans L'erreur de Descartes, défend la théorie selon laquelle les émotions sont utiles à la raison et permettent la mise en place de comportements rationnels. Sur ce sujet, je voudrais faire 2 remarques capitales. Premièrement, un monde sans émotion serait comme un plat sans saveur. La vie ne nous met pas à l'abri d'événements et de situations impliquant des réactions émotionnelles. Vouloir l'aborder autrement, c'est-à-dire avec neutralité, est absurde et bien dommage. Deuxièmement, la plupart des individus n'acceptent que les émotions considérées comme positives, parce qu'elles génèrent un certain plaisir. Les émotions dites négatives sont évitées, alors qu'elles ont un sens et une nécessité absolue. L'équilibre dans l'expression des émotions est essentiel afin d'éviter des émotions contre-productrices, facteurs de troubles psychiques et physiques. Définition de l'émotion. L'émotion est une réponse physiologique et comportementale qui traduit la perception que l'on a d'une situation vécue. Mais le domaine des émotions est tellement riche et passionnant qu'il est indispensable d'apporter d'autres précisions pour mieux la définir. Premièrement, l'émotion est générée par un événement interne à la personne, douleur, ressenti, ou externe, c'est-à-dire environnemental. Deuxièmement, l'émotion est provoquée par des situations réelles, mais aussi par des situations fictives, films, livres, etc. Et ce, malgré la non-vraisemblance de la situation ou l'absence d'implication personnelle. Troisièmement, l'émotion est un phénomène bref et intense, ce qui la différencie du sentiment et de l'humeur. L'émotion précède le sentiment. Les sentiments sont des pensées au sujet des émotions. L'humeur, quant à elle, désigne plus un état qui dure dans le temps et s'enracine dans un ressenti émotionnel. Quatrièmement, trop d'émotions positives ou négatives risquent d'être contre-producteurs, entraînant des répercussions comportementales mais aussi corporelles, transpiration, tremblement. Par exemple, trop de joie peut nous conduire à dépenser financièrement plus que ce qu'il faudrait et trop de colère peut briser une amitié. Cinquièmement, l'émotion est physiquement et psychologiquement observable. Le corps est le support idéal des émotions. Tout ne passe pas par les mots. Les gestes, les expressions, les tremblements, la transpiration sont autant de manifestations émotionnelles. Le corps est donc le terrain fertile de l'expression de nos émotions. Il faut savoir qu'il y a plus de 400 émotions répertoriées par famille, mais que seulement quelques-unes sont dites universelles parce que présentes chez tous les êtres humains. L'influence culturelle, sociale et familiale joue un rôle non négligeable dans la manifestation des émotions, plus particulièrement pour les émotions dites sociales, telles que la honte, la culpabilité, l'orgueil, le mépris, l'admiration. Le système émotionnel est à la base un outil essentiel à la satisfaction de nos besoins vitaux. L'émotion permet l'action, bouger, attaquer, fuir, vaciller, se cacher, outil de survie, mais aussi outil de vie absolument indispensable qui nous permet de nous adapter à l'environnement dans lequel nous nous trouvons. L'émotion est un moyen de communication,
normalement reconnaissable par autrui. Elle est donc un vecteur relationnel individuel aussi bien que collectif. Dans les 2 premières années de vie de l'enfant, l'expression des émotions est le moyen fondamental pour communiquer, puisque la parole est encore balbutiante. Le point de vue neurobiologique. Les émotions sont au cœur de beaucoup de recherches sur les plans psychologiques, neurologiques, philosophiques, sociologiques, économiques. Le domaine des émotions anime donc de nombreux débats et suscite encore beaucoup de questions et d'interrogations. L'amygdale, un noyau fondamental. L'amygdale est une structure en forme d'amande située dans le système limbique de chaque hémisphère. L'amygdale, qui se trouve à l'intérieur du lobe temporal, est identifiée comme le siège principal de nos émotions. Elle s'active principalement, mais non exclusivement, en réponse à des stimuli négatifs, dont la peur. L'ablation de l'amygdale chez des rats les pousse à s'approcher d'un chat anesthésié et même à lui mordiller l'oreille. Nous voyons là toute l'importance de cette toute petite pièce nichée au creux de notre cerveau. Les émotions et les perceptions. Nous connaissons tous des moments de grande joie, de doute, de déception, de stress, de vague à l'âme, et de notre manière de penser dépendra la façon dont nous vivrons ces situations émotionnelles. Derrière une expression émotionnelle, il y a automatiquement une pensée sous-jacente, plus ou moins consciente. On parle de sonde cognitive. Laisser vivre nos émotions permet d'en comprendre le sens et d'en retirer une explication sur le plan cognitif. L'identification. L'émotion est donc un vecteur de communication se traduisant par un langage verbal, les mots, paraverbal, la voix avec l'intonation, la respiration, ou non-verbal, gestuelle, posture. Identifier les émotions, c'est reconnaître leur existence et leur intensité. Cela permet de prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur de soi. On pense ses émotions. La capacité à décoder nos propres émotions et celles des autres permet une meilleure adaptation. De nombreuses recherches démontrent que les individus connaissant un déficit de cette capacité éprouvent des difficultés à maintenir des relations conjugales, sociales et professionnelles de qualité. L'expression. Rappelons qu'une vie sans émotion serait stérile. À l'intérieur de nous, elle contribue à réguler notre homéostasie via notre système sympathique, entre autres. À l'intérieur, elles permettent le lien social. Les émotions sont donc indicatrices de l'état d'une relation. Elles informent sur les besoins et les attentes de chacun et permettent d'établir des bases comportementales qui favoriseront ou pas une bonne communication interréactionnelle. La régulation. Réguler, c'est gérer une capacité qui dépend de facteurs génétiques, mais aussi de l'histoire affective de chacun. La façon dont les parents gèrent leurs propres émotions influencera l'enfant dans son propre apprentissage. Ainsi, cet ensemble de facteurs innés et appris qui construit la psyché va permettre aux jeunes individus d'activer à bon ou mauvais escient ces émotions et de les expliquer de façon justifiée, proportionnée et appropriée ou non. La popularité des émotions. Qu'on les accepte ou qu'on les refoule, qu'on les amplifie ou qu'on les minimise, les émotions font partie de notre paysage expressionniste. Un simple froncement de sourcils, une main crispée, sont autant de signaux d'alerte qui traduisent un message. Les émotions sont au cœur de nos vies. Émoticônes, petits visages, utilisés par tous les internautes et les propriétaires de téléphones portables, ou bien expression et locution, prendre ses jambes à son cou pour exprimer la peur, la moutarde me monte au nez pour dire la colère, faire grise mine pour désigner la tristesse, croquer la vie à pleines dents pour signifier la joie. Les émotions sont partout, même au fin fond du pays inuit où une quarantaine de mots décrivent émotionnellement la neige. Chapitre 3. Des comportements victimes de nos émotions.
Le comportement est le troisième maillon du processus pensée-émotion-comportement. Il en est la résultante. Ainsi, selon l'état cognitif émotionnel existant en amont, nos comportements seront un frein ou au contraire un accélérateur. L'action versus inaction. Une pensée, s'accompagnant d'une émotion, peut donner lieu à 3 modes d'action possibles. L'inaction, l'action négative et l'action positive. La plus belle des actions est celle qui nous paraît cohérente, celle qui nous autorise à dire « merci, la vie ». Il est évident que la personnalité d'un individu donné et l'impact de son histoire peuvent rendre difficile le changement et la transformation d'une inaction ou d'une réaction en action positive. L'inaction. Nombreuses sont les personnes bloquées psychologiquement et physiquement. Des pathologies, des symptômes et même de simples petites douleurs sont souvent la conséquence d'une problématique enracinée que la personne ne peut ou ne veut extraire d'elle. L'inaction se traduit par une capitulation face à une problématique donnée. L'action négative ou réaction. Elle est avant tout une action de défense. En fait, ce n'est pas une action mais une réaction qui peut prendre les 2 formes suivantes, fuite ou surcompensation. Le repli sur soi, le déni, la recherche d'excitation, l'agressivité, l'hostilité maintiennent dans l'état un mauvais processus PEC et peuvent conduire l'individu au-delà des limites humainement et socialement acceptables. L'action positive. Elle respecte l'individu tout en prenant en compte l'environnement. Ce mode est adapté à soi, mais il est aussi engageant vis-à-vis des autres. Il n'y a là aucun positionnement dominant-dominé. Bourreau-victime, nourrisson, parent, nourricier. Afin de mettre en place ce type d'action, il est fondamental de croire en ses capacités de changement, de croire que l'on peut être l'acteur de sa vie, c'est-à-dire capable d'influencer son fonctionnement initial, quel qu'il soit. L'impact de l'inaction, de la réaction et de l'action sur le plan corporel. Il est important de rappeler que nos comportements nécessitent l'implication du corps. Ce corps est donc à choyer, aimer, respecter. Mais il arrive malheureusement qu'il soit gangrené par nous-mêmes et subisse les mauvaises règles de notre cerveau. Or, obéir à des règles cognitives et émotionnelles dysfonctionnelles nuit au corps, créant de ce fait toutes sortes de tensions et de symptômes. Des règles qui peuvent un jour ou l'autre mettre KO. Une non-action, une suraction oblige le corps à se recroqueviller ou à se distordre déraisonnablement. Préférer l'inaction ou la réaction à l'action déclenche des cataclysmes et des ouragans à l'intérieur de soi. Éviter les difficultés ou au contraire, si surexposé, conduit invariablement à l'échec et à l'isolement. La personne n'est alors qu'une route sans issue et sans lendemain, avec une peau comme un goudron fissuré par la dureté d'un climat trop chaud ou trop froid. Fatigue, troubles du sommeil, contraction musculaire, baisse de libido, migraine, perte de mémoire, irritabilité seront au rendez-vous. Sans oublier, bien évidemment, tous les symptômes cutanés. Deuxième partie. Le dysfonctionnement inhérent à l'assujettissement. Rappelons que l'enfant a besoin d'une éducation affective stable, d'être pris en charge et guidé, et non de décider par lui-même. Son âge l'en rend incapable. La sécurité physiologique et affective, l'appartenance sociale, l'estime de soi, l'expression de soi, l'autonomie et l'existence de limites raisonnables sont donc autant de besoins fondamentaux présents chez tout individu venant au monde, dont celui-ci réclame avec raison la satisfaction. S'il l'obtient durant l'enfance, cette satisfaction contribuera à enraciner chez lui la sécurité affective indispensable à sa croissance et à son épanouissement. Ainsi,
le trop ou le pas assez installe des croyances erronées sur soi, les autres et le monde, fragilisant l'être dans son développement. Être un assujetti? Comme ce mot est bizarre. Souvent, les patients froncent les sourcils et me demandent sa signification. Il suscite très vite l'intérêt. Interpellés et concernés, ils réclament des explications complémentaires. J'aime bien leur difficulté à le comprendre, car vouloir comprendre, c'est déjà le début du changement. Chapitre 5. Portrait d'un assujetti. Qu'il soit dans une interaction ou non, l'assujetti est habité par son dysfonctionnement, qui fait de lui un personnage parfaitement identifiable, dont nous allons ensemble dresser le profil. Précisons tout d'abord, en premier lieu, qu'en dehors de toute interaction, l'assujetti est l'otage de ce qu'il est et de ce qu'il a appris. Il nourrit son dysfonctionnement en s'imposant des barrières, des interdits, des limites restrictives et en se refusant le droit d'expérimenter, d'oser répondre à ses choix, ses désirs et ses envies. Puis deuxièmement, que dans toute interaction, son besoin d'amour et de reconnaissance longue lue, tant dans le domaine amoureux, conjoint, compagnon, que dans les domaines familial, parents, enfants, famille, social, amis, relations, quidam, professionnel, patron, hiérarchie, collègues, patients, partenaires. Entre l'inné et l'appris. Ne pas savoir dire non, épisodiquement, ne signifie rien et peut même s'avérer être une bonne chose. Tant qu'il y a du plaisir, il n'y a pas de frustration, me direz-vous. Mais attention, n'oubliez jamais que les mots donner et recevoir doivent toujours être en équilibre. Donner plus que ce que vous recevrez est annonciateur d'orage, et aimer les autres au détriment de soi est injuste. Une injustice qui risque de devenir plus tard sourd de rancœur. Les critères relatifs au tempérament. Comme nous l'avons expliqué au début de ce livre audio, les critères relatifs au tempérament concernent ce que la personne est biologiquement ainsi que son bagage transgénérationnel. Premier point, l'assujetti est très souvent une personne sensible, voire hypersensible, à fleur de peau. Il remarque tout, voit tout, ressent tout. Son émotivité est palpable. Bien que sensibilité et susceptibilité ne soient pas liées, l'assujetti est souvent fait des deux. Deuxième point, l'assujetti se connaît mal et si bien à la fois. Il est très souvent conscient de trop donner, mais il est dans une forme de déni et nie ses envies, ses choix et ses désirs. Il préfère se concentrer sur les réactions des autres plutôt que sur les siennes, car son estime de lui dépend de la vision renvoyée par les autres. Difficile dans les conditions de trouver sa propre identité, il est rare d'entendre un assujetti affirmer « Ah, je suis content de moi ». Troisième point, sa vulnérabilité lui fait programmer une hypervigilance, comme s'il avait un chien à l'intérieur de son ventre, montant la garde en permanence, nuit et jour. Il sursaute facilement et se demande « Qu'est-ce qui va bien pouvoir me tomber sur la tête ?» Quatrième point, son exigence, son perfectionnisme, voire sa maniaquerie sont parfois extrêmement envahissants, d'où une très grande difficulté à déléguer par peur de perdre le contrôle des situations. Cette exigence ne s'exerce pas nécessairement sur tout et dans tout, mais principalement dans les domaines où l'assujetti se reconnaît une certaine valeur, cherchant coûte que coûte la valorisation. Sa réussite sera alors le fruit d'une compétence, mais aussi d'une résistance. Autre point, je dirais également que l'assujetti est une personne nerveuse, anxieuse et stressée. Se respectant peu, il a tendance à perdre le contrôle de son émotivité, des émotions inhibées ou en surrégulation.
Ensuite, l'assujetti a une tendance à être jaloux et possessif. Il a peur de perdre l'autre parce qu'il a peur de perdre l'amour et la reconnaissance dont il a besoin. Autre point, il a tendance à supporter difficilement la frustration et les objectifs à long terme. Il faut que les choses aillent vite. Il ne sait malheureusement pas toujours tirer les enseignements de ses erreurs et de ses échecs passés. Il est rêveur, un peu naïf, et a tendance à croire aux contes de fées. Il s'imagine que tout le monde est comme lui et pense comme lui. Autre point, l'assujetti peut être envieux de ce que les autres ont, sont ou font. Ce travers, ajouté à son manque de confiance en lui, le pousse à se dévaloriser et à survaloriser les autres. Dernier point, l'assujetti est d'une nature relativement indépendante et peut même avoir du mal à supporter les limites imposées. A contrario, ses carences affectives peuvent le rendre dépendant. Quel paradoxe alors d'avoir besoin de liberté en même temps de s'infliger des contraintes. L'éducation et le milieu familial proposé par les figures d'attachement ajoutées aux possibles blessures traumatiques sont ancrés des manques, projetant l'assujetti dans une perpétuelle quête d'amour et de reconnaissance. Premièrement, ce dysfonctionnement s'appuie sur un besoin d'être reconnu affectivement et socialement, un besoin d'être aimé et accepté de tous et par tous. Deuxièmement, la personne assujettie met un intérêt excessif à satisfaire les besoins des autres au détriment des siens, et ce, aussi bien dans ses relations amoureuses que familiales, sociales et professionnelles. Elle est attentive aux autres, tellement attentive qu'elle perçoit la moindre paille dans l'œil du voisin, alors qu'une poutre dans son œil l'aveugle. Troisièmement, ce dysfonctionnement est très souvent perçu comme la norme. Il est normal d'aider, il est normal d'obéir, il est normal d'éviter les conflits et d'être accommodant et dévoué. Autre point, l'assujetti peut être actif dans le don de soi, mais, qu'on le veuille ou non, il est dans la passivité par rapport à lui-même. Dernièrement, le déséquilibre entre donner et recevoir finit par éveiller des frustrations et une certaine tendance à l'irritabilité et l'impulsivité. Ne sachant exprimer sa colère, l'assujetti agressera sans plus de succès, bien au contraire. Les origines possibles de l'assujettissement. Il n'y a pas de secret si une personne n'a pas pu ou ne peut s'appuyer correctement sur un entourage proche, aimant et sécurisant, elle recherchera interminablement de l'amour et de la reconnaissance. Ainsi, si les origines de l'assujettissement sont multiples, elles relèvent toutes d'une forme d'instabilité affective et d'un manque de reconnaissance. Les deux figures d'attachement imposent une image d'autorité en délivrant des messages d'interdit, de punition, de bien et de mal. Elles contrôlent les actes de l'enfant et sanctionnent ses moindres écarts, délimitant fermement l'espace du possible. Les deux figures d'attachement sont irresponsables, c'est-à-dire faibles, fragiles, malades ou bien absentes, si bien que l'enfant se prend très tôt en charge et assume des tâches qui ne sont pas de son âge, par exemple en remplaçant les parents dans la gestion de la famille. Les deux figures d'attachement, victimes dans leur enfance d'un manque affectif, mettent en place une super protection engourdissant l'enfant dans la brillance d'un amour excessif. Les deux figures d'attachement ont instauré une fusion en plaçant l'enfant dans un rôle de confident qu'il n'a pas à assumer, un rôle qu'il endosse pourtant par amour ou par pitié. La cellule familiale a connu un événement traumatique, décès, accident, faillite, déracinement, qui induit chez l'enfant un sentiment de culpabilité parce qu'il se sent incapable de rendre ses parents heureux. De plus, voir son père pleurer de chagrin l'oblige à internaliser la même émotion perçue comme normale. Impossible alors de rire et de s'épanouir dans un environnement de peine et de tristesse. Les deux figures d'attachement font preuve de violence verbale ou physique, et l'enfant, par peur justifiée,
se fait tout petit et le plus obéissant que possible pour éviter tout acte traumatisant supplémentaire. Les deux figures d'attachement se dévouent pour les autres d'une façon extrême, faisant naître chez l'enfant le même altruisme. J'ajouterais que plusieurs origines peuvent se mélanger et se court-circuiter. Chapitre 6. Deux façons de s'assujettir. Je distingue deux façons de s'assujettir. Vous pouvez être un assujetti par culpabilité, car vous avez le sentiment de ne pas servir les autres autant que vous le voulez, ou bien être un assujetti par crainte d'être réprimandé, critiqué, puni, violenté, puis rejeté. Dans le premier cas, la personne est assujettie à elle-même. Autrement dit, elle s'assujettit toute seule, alors que dans le second cas, elle est assujettie par les autres. Chaque forme d'assujettissement inspire donc une émotion dominante, d'une part la culpabilité et d'autre part la crainte, voire la peur. Au-delà de la peur et de la culpabilité, la tristesse est parfois un état de détresse menaçant l'assujetti trop soucieux de satisfaire les besoins des autres à son détriment. Parce qu'elles sont envahissantes, récurrentes et permanentes, toutes ces émotions pourtant essentielles à l'existence humaine fragilisent la construction physique et psychologique de l'assujetti. L'assujetti par culpabilité. L'assujettissement est ici volontaire puisque la personne s'assujettit toute seule. Elle peut avoir conscience ou non qu'elle est dans l'excès du don et du sacrifice. Dans cette forme d'assujettissement, l'assujetti est un altruiste exacerbé, le regard penché sur le monde des plus faibles et des plus démunis. C'est son côté sauveur. Il y a quelque chose de noble derrière cela, le sens du devoir. Un don de soi au service de l'humanité. Aide humanitaire, soutien d'un conjoint alcoolique, d'un patron dépressif. Tout cela pourrait être une belle chose, mais comme il s'agit d'un dysfonctionnement, la personne se trouve dans l'excès. L'assujetti par crainte. Ici, l'assujettissement est involontaire, puisque la personne est assujettie par les autres ou par l'image qu'elle s'en fait. Il arrive donc qu'elle se place toute seule dans la contrainte. Ainsi, la peur de l'autre, je préférerais dire la crainte de l'autre, pousse l'assujetti à refouler ses besoins, ses désirs, ses idées, ses envies, ses sentiments, ses choix. Il s'oublie dans un effort d'adaptation aux autres qui se montrent exigeants, font preuve d'autorité, voire de maltraitance physique ou morale. La porte ouverte à. Quelle que soit la forme de l'assujettissement, qu'il vise à se convaincre que l'on est une bonne personne ou bien à répondre à une autorité, le plaisir et la satisfaction d'agir ainsi perdront inévitablement leur éclat avec le temps. La tristesse, puis la détresse prendront le relais à force d'épuisement dans des tentatives de solutions improductives, à force d'absence de retour en échange de ce qui a été donné. La tristesse. L'assujetti peut se convaincre qu'il n'est pas affecté par les événements et les situations et préfère alors se dire qu'il y a plus malheureux que lui. C'est ce que j'appelle le syndrome du plaisir inversé. Il s'investit encore plus et, ce faisant, augmente son potentiel d'évitement à résoudre son dysfonctionnement ou ses difficultés relationnelles. Ainsi, l'assujettissement reste en place, ne donnant à son propriétaire qu'une bonne conscience et un semblant de raison d'exister. Combien ai-je vu d'assujettis malheureux dans leur vie qui, du jour au lendemain, sans être vraiment prêts, partent s'investir dans des missions humanitaires. La détresse. La détresse est un vécu négatif, agissant sur le corps et l'esprit avec une intensité importante et permanente. Elle oblige à regarder en arrière, le passé, perturbant ainsi l'attention et la vigilance vis-à-vis du présent. La personne est plongée dans un état de confusion.
Sa perception de la situation et l'analyse qu'elle en tire sont altérées, l'obligeant à ne voir que les aspects négatifs de son histoire. L'impuissance la guette et la perte de contrôle la place en état de survie. L'issue paraît improbable et les solutions impossibles. La répétition des erreurs et l'accentuation des douleurs tétanisent l'assujetti et l'installe dans une lutte intérieure impuissante. Chapitre 7. Pourquoi est-on un assujetti? Les personnes assujetties sont très souvent engluées dans ce que j'appelle la triade affective. Assujettissement, carence affective et abandon. Je ne dis rien, je suis gentil, serviable, non contrariant, parce que je veux être apprécié et aimé pour ne pas prendre le risque d'être non reconnu et donc mis à l'écart et abandonné. Voilà la phrase type, caricaturée certes, mais bien réellement pensée. Ainsi, il y a cette crainte farouche de déplaire et donc d'être délaissé, autrement dit, de ne pas être aimé. Vouloir mettre fin à une situation assujettissante renvoie immanquablement à la peur de se retrouver seul, sans amour et sans validation externe du système de croyance. L'assujetti est alors dans la confusion et le dicton « il vaut mieux être seul que mal accompagné » devient « il vaut mieux être mal accompagné que seul ». Tenter dès lors d'apprendre à vivre des moments pour soi est extrêmement difficile, car laisser l'autre au profit de soi, c'est aussi accepter de perdre le contrôle de l'autre. L'arbre de vie. Les 4 domaines, amoureux, familial, social et professionnel, essentiels à toute existence humaine, sont un peu comme les 4 branches d'un arbre. Le tronc, quant à lui, se nomme l'affect. Il part de nos racines constituées par le fondement affectif que nous avons bâti à partir de nos figures d'attachement. Ces racines permettent de grandir en âge pour nourrir des branches harmonieusement épanouies. Or, il est difficile de se lever vers le ciel lorsque l'on manque de repères affectifs signifiant son appartenance. C'est un peu comme si l'arbre végétait par manque d'enracinement. Rappelons que durant la première année de vie, l'enfant, incapable de se défendre contre toutes les agressions extérieures, a besoin de proximité et de soins rapprochés pour ne pas se sentir vulnérable. Par proximité, j'entends la disponibilité et la réceptivité. Comme nous l'avons expliqué au début de ce livre audio, la mère est le premier pilier fondateur de bons schémas cognitifs, émotionnels et comportementaux, et son absence est probablement manquante. Le besoin d'amour. Recevoir de l'affection est délicieux. Et même si nous ne devons pas en être conscients, ce besoin est indispensable à l'évolution affective et sociale de chaque être humain, de la naissance à la mort. Ne pas connaître l'amour des autres, c'est vivre avec un grand vide à l'intérieur de soi et s'apprêter à mourir un jour dans une pauvreté affligeante. Nous avons tous besoin d'amour. Cela est une évidence. C'est une manière de se sentir impliqué dans une vie amoureuse, familiale, sociale et professionnelle, et de se sentir appartenir à une famille, un groupe, une entreprise, une société. Les figures d'attachement en sont les inséminateurs, mais l'assujetti en a sûrement manqué et en réclame certainement plus que de raison. Puisque l'amour ne peut se traduire par des mimiques et des expressions lisibles sur le visage, l'assujetti inquiet questionne et demande souvent « Est-ce que tu m'aimes ?» Les signes d'affection que les autres peuvent lui adresser sont des stimulations indispensables, tels les clins d'œil rassurants sur ce qu'il est, ou plutôt sur ce qu'il croit être. C'est ainsi que beaucoup d'assujettis, encouragés par une société d'exigence, cultivent l'avoir plus et le faire davantage. Ils se livrent à une course au perfectionnisme dans le but d'en extraire de l'amour comme une pierre rare et précieuse. Cette nourriture affective, en provenance de l'extérieur, bien qu'indispensable, ne saurait toutefois être son seul carburant.
Il doit en effet être son propre carburant s'il veut découvrir l'être mieux. Le besoin de reconnaissance. C'est le père qui inscrit chez l'enfant cette capacité à partir vers demain, au milieu des autres, avec la force d'être soi. Il valide l'amour que la mère et lui-même lui offrent en l'encourageant et en félicitant chaque petit progrès accompli. C'est un encouragement de chaque instant, une véritable présence, non un envahissement. Une main qui se tend avant de se retirer lorsque la voie est tracée. Le besoin d'appartenance. La sécurité affective dont nous avons parlé comporte le sentiment d'appartenance. Se désassujettir requiert une confiance en soi qui oblige à accepter la solitude et à tolérer l'éloignement. Savoir rester seul est signe d'autonomie. Or, cette solitude peut éveiller un sentiment profond d'abandon associé à un sentiment d'insécurité. Cette peur de ne pas être aimé, et donc d'être rejeté, nourrit les pensées, les émotions et les comportements de l'assujetti qui sera attiré par des personnes lui permettant de maintenir ses dysfonctionnements. Ces relations sont analysées avec le ressenti de ses expériences passées, d'où cette tendance à répéter les mêmes erreurs et à manifester une préférence pour ce type d'interaction. Plusieurs types relationnels d'attirance nécessaires éveillent le sentiment d'abandon de l'assujetti. Premièrement, l'introversion de l'autre. Deuxièmement, l'absence de l'autre. Et troisièmement, le non-investissement de l'autre. Chapitre 8. Les ancrages du dysfonctionnement. L'assujetti a codifié des règles cognitives qu'il applique à la lettre, en étant convaincu de leur véracité. Ces règles, internalisées au plus profond de son être, maintiennent et renforcent son schéma dysfonctionnel. On parle de distorsion cognitive pour désigner les modes de pensée accentuant les informations qui confirment les mauvaises croyances et conduisent à minimiser ou à rejeter celles qui pourraient être positives. Les distorsions sont donc une amplification de la lecture erronée de la réalité. Ces distorsions sont absolues, stables, générales et évidentes. Bref, elles constituent le réglage de la lorgnette pour s'analyser soi, les autres et le monde. Règle absolue, si on ne m'aime pas, c'est parce que je ne vaux rien. La personne peut alors ajouter une règle stable, c'est toujours pareil, et une règle générale à chaque nouvelle relation. Les distorsions comme repères. Il existe plusieurs formes de distorsion. Je ne présenterai que les principales, celles que l'on rencontre chez les assujettis. Première distorsion, la surgénéralisation. Il s'agit de généraliser une interprétation à toutes les situations. Deuxième distorsion, la sélection arbitraire. Il s'agit de ne voir que le côté négatif d'une situation et de se concentrer exclusivement sur cet aspect négatif. Le côté positif est nié. Troisième distorsion, la dichotomie. Il s'agit de concevoir les événements dans leurs manifestations extrêmes, tout ou rien, blanc ou noir, bien ou mal. Il n'y a pas d'équilibre, ni de juste milieu. Quatrième distorsion, l'inférence arbitraire. Contrairement à la sélection arbitraire, il y a une interprétation négative faite en l'absence de faits négatifs. Mentalement, l'assujetti ne peut s'autoriser à regarder les choses autrement. Tout est catastrophe. Par exemple, mon ami me dit qu'il est malade et qu'il ne peut pas me rejoindre au café. Il a sûrement mieux à faire. Cinquième distorsion, le raisonnement émotionnel. L'ordre du processus pensée-émotion-comportement n'est pas respecté. L'information sensorielle donne naissance à une émotion qui elle-même fabrique une pensée. L'émotion arrive en premier et la personne bâtit sa pensée sur l'émotion en question.
Par exemple, je me sens coupable, donc j'ai mal agi. Autrement dit, la personne active de façon récurrente le mode de survie décrit précédemment. Les tentatives de solution. Rappelons que les croyances inadaptées vont suivre l'enfant, puis l'adolescent et l'adulte, tant qu'elles ne seront pas modifiées. Elles le plongeront dans la spirale du « encore et toujours les mêmes erreurs ». Elles vont ainsi se renforcer et justifier leur existence, amenant la personne vers d'autres échecs sur les plans affectifs, social et professionnel. Absurde, me direz-vous? Eh bien, pas tant que ça. Dans la mesure où chaque individu va vers ce qu'il connaît et non vers ce qui est bon pour lui. Par exemple, la violence peut être perçue comme la norme alors que la douceur peut susciter de la méfiance. Les différentes applications stratégiques. L'assujetti est résigné, non par manque de personnalité, mais par culpabilité ou par crainte. Il n'essaie pas d'éviter ou de lutter contre son dysfonctionnement. Il est passif, accommodant avec l'environnement et laisse les autres contrôler les situations. Il se sent impuissant et désarmé. Parfois, il est à peine conscient de sa soumission et du non-respect de lui-même. Au-delà de toute sa culpabilité et de ses peurs, il y a cette peur immense de l'inconnu qui le glace et l'empêche de s'afficher avec le bon ton, au bon moment et face à la bonne personne. Elle est la résultante d'une base affective fragile et d'un manque de reconnaissance qui anéantissent l'autonomisation et interdisent l'exploration de l'inconnu. Alors, l'assujetti adoptera principalement 2 grandes règles de passivité envers lui-même et les autres. La première, ne rien dire et ne prendre aucune initiative afin d'éviter toute dissolution du lien affectif, si mauvais soit-il. La seconde, être dépendant de l'autre et se focaliser sur ses désirs au détriment des siens. L'assujetti se coupe ainsi de tout ce qui fait sa personnalité, jusqu'au jour où cet enfermement devient insupportable. L'évitement. Certains vont éviter toutes les situations assujettissantes pour ne plus souffrir. La fuite se présente sous des formes très variées et parfois extrêmes et surprenantes, obligeant l'assujetti à tromper les autres et à se trahir lui-même. Comme dans la capitulation, l'assujetti est dans la passivité, mais une passivité active. Il peut donc avoir l'impression d'agir, mais cette action n'est pas conforme à ce qu'il voudrait réellement. D'où une invasion de mauvais ressentiments, agacement, frustration, agressivité et, à terme, l'installation de symptômes, anxiété généralisée, état de panique, phobie. Parmi les différentes formes d'évitement possibles, voici les principales. Premier évitement, la personne préfère rompre brutalement la relation plutôt que de continuer à vivre une interaction pénible, lui rappelant les mauvaises expériences infantiles. Deuxième évitement, pour se protéger, l'assujetti se construit un monde meilleur. Il préfère l'illusion, qui permet le rêve, à la désillusion. Troisième évitement, le suicide. Le suicide est une autre forme de fuite qui permet de ne pas affronter la réalité. C'est aussi une façon de croire en la mort comme en une délivrance et l'ultime possibilité de rejoindre des êtres chers dont le deuil n'a pas été fait. Puis il y a aussi la fugue. Je pars, puis je reviens, puis je repars. C'est une autre façon de montrer que l'on ne trouve pas sa place ou que l'on n'a pas sa place. Il est intéressant de noter qu'à l'âge adulte, les hommes fuguent plus que les femmes. Seraient-ils plus assujettis? Nous pourrions nous demander si dans nos sociétés dites modernes, les hommes ont une difficulté à se sentir responsables, utiles. Trouvent-ils leur place au sein de la famille? Ont-ils perdu les clés et les codes pour ouvrir correctement les portes d'accès à une vie affective et sociale équilibrée? La surcompensation. Il est important de comprendre que la compensation est indispensable à la guérison d'un dysfonctionnement.
Elle permet d'établir un équilibre entre le respect de soi et le respect de l'autre. Mais la surcompensation est un excès de compensation entraînant la personne dans des comportements excessifs, dénués de bon sens. C'est choisir l'autre côté de la balançoire. C'est se rebeller après s'être soumis. C'est l'agressivité après la peur. C'est l'ironie après la tristesse. C'est l'indifférence après la culpabilité. La contre-attaque est bien évidemment la surcompensation privilégiée. Elle se caractérise par une attitude de contrôle des autres, faire plier l'autre, rassure l'assujetti. Le blocage des stratégies. Comme nous l'avons déjà dit, toutes ces stratégies sont vouées à l'échec pour plusieurs raisons. 1. L'autre n'est pas votre semblable. Ces stratégies ont fonctionné avec les figures d'attachement, puisque l'enfant les a sûrement apprises et testées avec elles. Mais elles ne fonctionnent pas systématiquement avec un partenaire ou au sein d'une autre relation sociale ou professionnelle. L'autre ne réagit pas forcément aux mêmes signaux. Ayant grandi dans un environnement différent, il ne comprendra pas nécessairement les demandes et les attentes sous-jacentes et risque de ne voir que les décors de la scène, c'est-à-dire l'apparente stratégie de l'assujetti. Et deuxièmement, ces stratégies de suradaptation poussent à leur propre renforcement, modifiant subtilement le lien et transformant, comme dans un tour de passe-passe, la victime en bourreau. Plus j'ai mal, plus je fais mal. Dans cette spirale infernale et contradictoire, les liens de la communication sont en lambeaux. Une fragile corde qui relie des êtres incompris. En conclusion, je voudrais dire que quoi qu'il en soit, l'assujetti détient une part de responsabilité dans l'existence des mauvaises relations mises en place. L'autre ou les autres ne peuvent porter la totalité du malaise relationnel, même dans le cas où il se trouve en interaction avec un bourreau volontaire ayant l'intention de lui nuire. L'assujetti est en partie responsable, car il accepte la situation et laisse peser sur lui une nuance importante. Rappelez-vous qu'il est irresponsable d'être responsable à la place d'un irresponsable. L'insupportable indifférence. Nous ne le répéterons jamais assez. L'amour est une raison d'exister. Tout être humain cherche à être aimé, car l'absence d'amour le renvoie à ses peurs les plus primaires. Pour cette raison, l'indifférence est insupportable. Les besoins de sécurité et d'appartenance sociale font partie des besoins fondamentaux. Or, l'assujetti, qui souffre d'un manque de reconnaissance affective, choisira des scénarios l'entraînant inévitablement, à plus ou moins long terme, dans une autodestruction et une destruction du lien à l'autre. La recherche d'une position dominante. Par une stratégie évolutive et progressive, plus ou moins inconsciente, la personne va se présenter en persécuteur. Tout d'abord, elle cherche à être admirée par d'autres pour être reconnue. Puis, elle cherche alors à être crainte par l'autre. Et elle cherche à être haïe par l'autre. La recherche d'une position dominée. Par une stratégie évolutive et progressive, plus ou moins inconsciente, la personne va se présenter en persécutée. Tout d'abord, elle cherche à être plainte. C'est une manière de pratiquer ce que j'appelle la rétention d'attention. Puis, elle cherche à être dépréciée. La plainte ne fonctionnant plus, la personne accentue ses plaintes tout en réclamant en même temps la censure et la critique. Puis, elle cherche à être soumise. Elle finit par se convaincre qu'elle ne peut pas changer grand-chose. L'alternative. Il est aussi possible d'alterner les deux scénarios suivants. Prenons l'exemple d'une personne qui, durant son enfance, ne pouvait pas, face à la dureté et à l'autorité de son père, exprimer sa colère. La crainte de l'autorité paternelle lui faisait courber l'échine. Remplacer alors la colère par une émotion de substitution, la tristesse, par exemple, paraissait être la seule issue favorable pour attirer l'attention du père et être aimé.
Plus tard, cette personne va tenter de mettre en place le même fonctionnement. Obtenir ce qu'elle veut par une expression émotionnelle de substitution est donc un comportement de dominer. Le point de vue de l'assujetti. Autour de la culpabilité, je ne peux pas penser à toi. Qui suis-je? Je n'ai pas le droit de m'imposer. Je ne veux pas grand-chose. Je ne mérite pas d'exister. Autour de la peur, je crains sa violence. J'ai peur de sa vengeance. Je redoute l'échange. Il est plus fort que moi. J'ai peur de me mettre en avant. Le point de vue de l'assujettisseur. Autour de la culpabilité, prends soin de moi, aide-moi, tu le regretteras. Tu ne te rends pas compte de mon problème. Avec tout ce que je fais pour toi, je t'aime à en mourir. Sans toi, je n'existe pas. Autour de la peur, fais attention. Tu dois me respecter. Tu n'es pas doué. Tu sais que tu as tort. Tu vas t'en mordre les doigts. Le stress et l'anxiété, des facteurs d'aggravation. Les sociétés modernes sont génératrices d'une insécurité sociale qui nous cerne de toutes parts. L'homme est pris dans une spirale du toujours plus et toujours mieux. Il nous est difficile d'y échapper, alors que nous ne désirons vraiment qu'une petite partie de ce que nous recherchons. Le reste n'est que futilité, gadgets et caprices pour combler nos vides intérieurs. La définition du stress. Dans le langage de tous les jours, nous avons tendance à donner la même signification aux mots stress et anxiété. Or, il existe des situations de stress sans anxiété, une compétition sportive, et des situations d'anxiété sans stress consistant en un état d'alerte sans raison particulière. La définition de l'anxiété. L'anxiété est éprouvée lorsqu'un danger, une menace ou tout autre événement perçu comme négatif est susceptible de se produire. L'anxiété se définit donc comme un état émotionnel de tension nerveuse faisant naître une peur parfois paralysante. La définition du stress post-traumatique. Le stress post-traumatique est un trouble anxieux majeur. Il s'installe suite à un événement perçu par une personne comme traumatisant. Elle en a été victime ou tout simplement témoin. Quoi qu'il en soit, l'événement en question la submerge au point de la désorganiser complètement. L'identité de la personne est menacée. Rappelons que durant l'enfance, une sous-protection affective ou, inversement, une surprotection affective marquée peut à elle seule être un traumatisme. La dépression, un facteur de non-changement. Lorsque l'assujettissement s'installe longtemps et fortement, le rien et le silence creusent des galeries souterraines, alternant même les structures du cerveau. Plutôt que de parler de vide, je préfère parler de rien, car le vide peut parfois être source de plénitude. La vie quitte ainsi la personne, même si son cœur continue à battre, et la dépression peut la remplacer. Quant aux facultés sensorielles, sources d'information et d'action, elles sont éteintes. J'en viens à quelques caractéristiques de la dépression. Première caractéristique, la dépression transforme la façon de penser. Elle enferme un peu plus l'assujetti dans la sous-estime de soi, une vision négative du monde et un refus de croire en un avenir positif. Autre caractéristique, la dépression dérègle l'activité émotionnelle. L'humeur est changeante, entraînant des phases de tristesse et de découragement. Autre caractéristique, la dépression modifie les comportements de l'individu qui peut passer de la surexcitation à la passivité la plus totale. Une autre caractéristique, la dépression dérègle certaines fonctions physiologiques. L'activité sexuelle devient irrégulière, marquée par de longues périodes d'inhibition. L'appétit est aléatoire et le sommeil facilement chaotique. Déséquilibre sur la balançoire. Bien que les figures d'attachement soient les principaux inséminateurs d'une vie affective riche et sécurisante, l'évolution historique, culturelle et sociologique d'une société influence cette insémination.
Combien d'assujettis d'une cinquantaine d'années me disent qu'ils ont été élevés selon le modèle de la vieille école, avec un père absent ou autoritaire et une mère surprotectrice. Les troubles obsessionnels et les états phobiques. Lorsque le déséquilibre devient excessif, permanent et récurrent, la détresse s'empare de l'assujetti. Les peurs anticipatoires deviennent l'unique réponse à son problème existentiel. Il finit par avoir peur de sa peur. Il développe alors un besoin de grande protection et va amplifier ses stratégies d'adaptation en contrôlant ou en évitant, plus que de raison, certaines situations. Les troubles obsessionnels sont la résultante d'une volonté de maîtrise quasi totale des situations. Les états phobiques ne sont ni plus ni moins qu'une fuite face à l'adversité. Titre: Les douleurs. La douleur est la représentation métaphorique du système de croyance. Lorsqu'il y a une distorsion des pensées, lorsque les émotions sont insuffisamment ou trop régulées, lorsque les comportements traduisent tout ce chaos intérieur, le corps souffre d'être si peu entendu et respecté. Il montre alors des signes de malaise et de refus d'aller plus loin en développant des douleurs aiguës ou chroniques. C'est justement quand les croyances s'effondrent que la douleur se fait sentir. Les phases de crise surgissent lorsque l'intrusion et les pressions du monde deviennent trop envahissantes. Mettre alors du plaisir dans sa vie, en lui donnant un sens, le vôtre, pas celui des autres bien sûr, permettra sûrement une accalmie ou du moins une meilleure gestion de la douleur.